Bonjour à tous et bienvenue pour cette session. Ça me fait super plaisir que la salle soit pleine pour venir voir un sujet un peu sur, un peu annexe. Donc je m'appelle Sébastien Pertus, je suis software engineer chez Microsoft France à Paris, même si j'ai un accent du sud-ouest parce que j'habite à Toulouse. Et petit disclaimer, sur la version papier, il y a marqué .NET Standard et feedback d'un projet open source. Est sorti il n'y a pas longtemps .NET Core 2.2, donc j'ai un peu modifié la session. Donc c'est .NET Standard, la majeure partie, c'est ce qu'on a dit. Et au lieu de faire un feedback sur un projet que j'ai codé, je vais plutôt vous parler des nouveautés de .NET Core qui sont très très intéressantes. Et il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver qui peuvent vous intéresser. Allez, donc voilà. Tiens, juste une question. Est-ce qu'il y a des développeurs .NET en général dans la salle, juste pour voir? Oh putain, il faut que je prenne une photo là, bougez pas, attendez. Philippe, prends une photo, fais quelque chose. Ah là 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 là. Ouais, ça me fait plaisir, merci. Allez. Donc en fait, c'est pas si annexe que ça, c'est cool. Ouais, alors qui fait du .NET? Ceux qui, si vous en faites pas, levez aussi pour la photo. Merci poulet. Alors, j'ai essayé sur cette session, une fois n'est pas coutume, de tout traduire en français. Ça a été un peu un défi. Alors, les mots techniques traduits en français, c'est toujours un peu galère. Mais j'ai essayé, donc du coup, vous me direz à la fin sur les appréciations si ça vous a plu ou pas, si c'était quelque chose d'intéressant ou si finalement les slides en anglais, ça vous dérange pas. Voilà, donc j'ai essayé, on verra ce que ça donne. Un peu de blabla. .NET, bon, vous connaissez apparemment, c'est la plateforme qui vous permet de développer quel que soit finalement le support. On a un historique avec .NET Framework et .NET Core est arrivé par derrière qui avait un petit peu, on va dire, échelonné ces plateformes, mais aujourd'hui on y arrive aussi. Donc beaucoup de gens développent sur Visual Studio aujourd'hui. Alors moi la partie qui m'intéresse c'est .NET Core. Aujourd'hui on a à peu près un demi-million de développeurs sur .NET Core 2. Bon, on est encore loin de rattraper les gens qui font du .NET Framework parce que l'historique fait que, mais ça commence à être pas mal. Bien, .NET Standard. Est-ce qu'il y en a qui connaissent .NET Standard, qui en ont déjà entendu parler? C'est un peu bizarre comme nom parce qu'on ne sait pas trop ce que ça représente. Il y a .NET Core, .NET Framework, .NET Standard, il y a des .NET partout et on ne sait plus très bien ce que c'est tout ça. .NET Standard, alors d'où est-ce qu'on vient? Donc au départ, il y avait les dinosaures et après il y a eu le .NET Framework en 2000 et quelques. D'accord. Aujourd'hui, on a la version 4.7. C'était construit sur plateforme Windows, c'était une belle adhérence, ça ne pouvait pas bouger. Et ça, aujourd'hui, il fait, je sais pas, 800 mégas, je crois, le framework actuel. Et c'est bien scotché chez nous. Bon. Après est arrivé Silverlight, paix à son âme. C'était toujours du C#, mais c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué, non. C'était pas la même runtime. On faisait du C#, donc du coup, on faisait deux classes, et puis on mettait des DS-define dedans, et puis on mettait les fichiers liés. On disait c'est le même fichier, mais dans un, tu le compiles pour Silverlight et dans l'autre pour .NET Framework, et on mettait des directives pour dire si c'est du Silverlight, tu utilises telle fonction, quand elles n'étaient pas communes, sinon tu utilises l'autre. Bon, ça va, c'était simple. Puis bon, Silverlight a eu la vie qu'on lui connaît, courte, et après on est passé à autre chose. Et après, on a commencé à en rajouter. Et est arrivé Windows Phone. Merci. On a Xamarin, Xbox, .NET Core, etc. Donc là, ça commençait à être un petit peu plus compliqué. Et est arrivé un nouveau système que l'on a appelé les Portable Class Library. Vous sélectionniez la plateforme que vous vouliez récupérer, enfin, sur laquelle vous vouliez déployer votre application, et on vous sortait l'ensemble des librairies que vous pouviez utiliser. On a appelé ça les Portable Class Library. Comment ça marche? Eh bien, on prenait juste l'intersection des frameworks que vous sélectionnez et on vous sortait une sorte de framework vide dans lequel il y avait juste les méthodes à appeler qui vous permettaient d'avoir l'intelligence dans Visual Studio et ça marchait. D'accord? L'intersection des deux frameworks finalement. On prend le plus petit dénominateur commun. Le problème, on appelle ça des profils. Alors, il y en a plein des profils. Déjà, quand il y a deux versions, ben, il y a trois profils. La version 1, la version 2 et la version d'intersection. Et quand on commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plateformes différentes, vous avez 8 exponentielles 7 ou un truc comme ça de profils différents. Ce qui fait que du coup, ça devenait l'enfer. Il y avait des profils pour tout. Alors pour vous, ça ne vous gênait pas, mais pour les développeurs chez MS, il fallait chacun des intersections possibles calculer le profil pour exposer les bonnes API qui étaient communes à tous ces profils. OK? Du coup, ça devenait le bordel. Et après est arrivé en plus .NET Core qui a encore rajouté et multiplié par n le nombre de profils différents. Bref, c'était pas tenable.
Donc la PCL, finalement, ce qu'on avait avant, c'est quelque chose qui arrivait après, qui prenait l'intersection. Et .NET Standard, l'idée, c'est de dire, on va, au lieu de venir après et de prendre le plus petit dénominateur commun, on va faire un standard sur lesquels c'est les runtimes qui vont devoir être compliant pour pouvoir être certifiés de .NET Standard. Du coup, on vient se placer avant. Ce qui fait que du coup, quel que soit le framework que vous avez, on a en dessous un standard qu'on appelle .NET Standard, qui va permettre de dire, si vous voulez être compatible avec .NET Standard, c'est à vous, la runtime, de vous adapter aux API qu'on va exposer. Du coup, il n'y a plus d'histoire de profil, plus rien. C'est juste que maintenant, quand vous faites du .NET Standard, c'est juste dire que votre runtime est capable d'appeler les API qui font partie des définitions de .NET Standard. .NET Standard, ça n'est pas une nouvelle librairie, ça n'est pas une nouvelle runtime, c'est juste une spec. C'est géré par une équipe dédiée à .NET Standard. Ils se réunissent toutes les semaines pour dire, voilà, on va implémenter une nouvelle API, voici la définition, et toutes les runtimes, vous devez l'implémenter si vous voulez être compatible .NET Standard. Or, 1, 1.6, 2, etc., etc. .NET Standard, c'est une API qui est vide, dans laquelle il y a juste les méthodes qui vous permettent de remonter l'intelligence dans Visual Studio. Mais c'est tout. Okay, donc, ce n'est pas une runtime, ce n'est pas un nouveau framework, c'est juste une spécification. D'ailleurs, si jamais je fais un projet, alors, bon, Visual Studio, si je fais un projet, File, New, Projet, donc c'est là que ça devient un peu compliqué pour moi, hein. .NET Standard, librairie, donc on va l'appeler classe librairie 1. D'ailleurs, par défaut, maintenant, avec la dernière version de Visual Studio, il ne vous propose plus de faire des librairies classiques .NET Framework. Il faut aller les chercher au fin fond des templates, mais par défaut, la librairie qui est proposée, c'est du .NET Standard. Donc vous l'avez ici, hop, propriété, et ici, vous pouvez choisir votre version. Vous voyez, c'est bon? Ouais. Bon, là, il y a marqué 1.0 à 2. Okay, 2 qui est la plus récente, finalement, de la standardisation des classes. Et après, lorsque vous faites un nouveau projet, eh bien, vous avez toujours pareil, la facilité de faire du .NET Core, des applications console. Et .NET Core eh bien, se spécifie à, à .NET Standard 2.0. Et si jamais vous développez maintenant n'importe quelle librairie et que vous la spécifiez .NET Standard, elle tournera partout, sur Linux, sur Mac et sur Windows, puisqu'elle est standard. Okay, voilà, donc juste c'était un petit récap de comment ça marche .NET Standard. Rappelez-vous, ça n'est pas un énième framework, c'est juste une spec. .NET Core. Est-ce qu'il y en a qui font du .NET Core? Un petit peu. Ah, bien. Alors .NET Core, on en est globalement à la version 2.1 et la version 2.2 est sortie. Et on a en cours une version 3. Ok. Donc la performance de .NET Core, on est plutôt bien. Alors .NET Core, c'est des ayatollahs de la performance, là, les mecs de la team. Donc ils sont très très près, ils font super attention au benchmark sur .NET Core parce que l'enjeu de .NET Core, c'est d'être parmi le top 5 des moteurs de rendu, notamment pour le web. Donc voilà les performances issues de Tech Empower. Le plus intéressant, c'est les Fortunes tests. Alors, Fortune, rien à voir avec les sous, hein, les Fortunes. Vous savez, les tests Fortune, c'est les Fortune Cookies. Vous savez, les cookies, on récupère des petits messages dedans. Ben, le test Fortune, c'est juste une petite application avec une base de données Postgre dans laquelle il y a des citations et qui sont ramenées sur un front-end qui est développé avec la plateforme Contest. C'est pour ça qu'on appelle ça des tests Fortunes. Voilà. On peut vous la péter en soirée. Donc on est plutôt pas mal sur .NET Core 2.1. On a vraiment amélioré les performances par rapport à .NET Core 2 et je crois qu'on est top 10 des moteurs de rendu sur Tech Empower, ce qui est plutôt pas mal. Bien. .NET Core 2.2 est en preview et disponible si vous voulez le télécharger. .NET Core 2, donc on a donc c'est basé sur .NET Standard, c'est des librairies, donc ça marche sur le web et sur le cloud. Aujourd'hui que ça. Est arrivé .NET Core 3, va arriver en tout cas, qui va permettre d'étendre le support pour être disponible et pour pouvoir vous permettre de développer sur le bureau. Quand on est sur le bureau sur un PC, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un rendu. .NET Core, au départ, c'était que du serveur. Aujourd'hui, on a un rendu parce qu'on va aller récupérer les API Windows pour pouvoir faire tourner du Windows Form ou du WPF. Okay, sauf qu'évidemment, si vous faites ça, ça ne marchera pas ni sur Linux ni sur Mac. C'est-à-dire que globalement, .NET Core 3, c'est la première version de .NET Core qui ne soit pas complètement cross-platform sur 100% des API. Okay, donc ça, il faut bien le savoir. Voilà. Alors,
Grosso modo, voilà les nouveautés entre .NET Core 2.1 et 3.0. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Je vais vous faire des démos, vous inquiétez pas, juste après pour vous montrer un petit peu tout ça. Mais sachez que sur .NET Core 2.1, on a encore implémenté beaucoup de fonctionnalités, notamment sur la CLI et sur des fonctionnalités span de T, memory de T qui permettent d'accéder au tableau en mémoire de façon plus facile sans faire de recopie, enfin, des trucs qui sont assez intéressants. HTTP client, pour ceux qui ont déjà travaillé avec ça, c'était compliqué parce que il fallait soit en faire un singleton, soit récupérer une nouvelle instance parce que dès qu'on faisait un nouvel objet, il y avait des performances qui n'étaient pas bonnes. On a amélioré ça et .NET Core 3 va apporter ces fameuses nouveautés, notamment sur tout ce qui est développement sur le bureau, avec des templates pour faire du Windows Form et du WPF. Et j'ai une super démo là-dessus à la fin pour vous montrer. .NET Core 2, c'est plus au niveau de la compilation et de la runtime, peu d'évolution côté utilisation en termes de développement. Donc .NET Core 3, c'est ce que je vous disais, c'est la première version qui va inclure des spécificités vraiment liées à la plateforme Windows pour pouvoir justement faire du WinForm et du WPF pour ceux qui en font déjà. Pourquoi est-ce qu'on a mis WinForm sur desktop? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que .NET Core, et ça c'est un gros truc par rapport au framework, c'est que vous avez toutes les versions side by side. Vous téléchargez une version de .NET Core, vous l'avez sur votre PC, vous avez la version 1, la version 2, la 2.1, la 2.2, la 3. Moi j'ai 5 ou 6 versions de prévues sur mon poste et elles sont toutes side by side et je peux choisir la version que je veux. Avec le .NET Framework, vous étiez obligé de prendre la version qui était en cours. Ce qui fait que si jamais il y avait des breaking changes, du coup, il fallait vérifier que votre programme continue à marcher. Là, vous développez votre application WinForm sur .NET Core, vous targetez une version et vous savez qu'elle marche bien, et après c'est terminé, vous n'avez pas besoin de vous dire oui, il y a une nouvelle version qui va sortir demain, est-ce que c'est toujours bon? À vous après de vous poser la question si vous avez envie, mais si vous êtes sur la 2.1, que vous savez que ça marche, eh bien vous avez votre application qui embarque .NET Core 2.1, et même si sur la machine du client, elle n'y est pas, vous pouvez l'embarquer dans votre package, si elle y est, il peut l'utiliser, et voilà. D'accord, donc ça c'est important parce que du coup ça va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille là-dessus. Bénéficier des améliorations des API .NET Core. On a beaucoup travaillé sur la runtime .NET Core et vous allez voir que les perfs par défaut de la Business Class Library .NET Core sont bien meilleurs que .NET Framework. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait sur .NET Framework? Parce qu'il y a un tel historique d'applications qu'on ne peut pas se permettre de changer des API. Sous prétexte parce que ça sera plus performant, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui du coup utilise ces API dans un sens qu'on n'a pas testé et qui va faire que l'application ne marchera plus. En .NET Core, vu qu'on peut justement choisir la version sur laquelle on va tourner, si entre la version 3 et 4 qui sortira dans 2 ans, il y a un gros break and change et qu'on change une API, ben vous restez sur la 3 parce que ça fonctionne bien. Et nous, on peut quand même faire la 4. Donc c'est ça qui est intéressant là-dessus, sur cette nouvelle philosophie. Entity Framework, il y en a qui font du Entity Framework un peu dans la salle? Ah bien. Donc Entity Framework 2.1 apporte beaucoup de choses, je vais vous faire des démos. 2.2 permet d'avoir des premiers fournisseurs qui soient NoSQL. Donc Cosmos DB, c'est notre base de données NoSQL sur Azure qui permet d'exposer des API Mongo, Gremlin et DocumentDB. On a des extensions spatiales pour SQLite, ça marche plutôt bien. Et la version EF Core 3 apporte enfin la gestion des relations many-to-many qui sont demandées depuis des années. Le support de C# 8. Et on a porté Entity Framework 6.3, qui est donc la version .NET Framework 4.7 de base, sur .NET Core 3. Il y a une raison pour ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a porté EF6.3 sur .NET Core 3? Eh bien parce qu'on veut vous amener à migrer vos applications et on va y aller étape par étape. Donc la première, c'est que souvent vos librairies d'accès aux données, c'est les couches les plus basses. Eh bien on vous dit, vous pouvez faire fonctionner EF6.3 sur .NET Core qui va vous permettre de prendre le temps de migrer vos applications tranquillou, si vous voulez encore une fois migrer, encore rien d'obligatoire, mais si vous voulez le faire, en tout cas on va essayer de vous aider dans ce sens-là. Pardon. Attention, il y a quand même quelques limitations hein, sur le support d'Entity Framework 6.3 sur .NET Core 3. Il y en a quelques-unes, mais voilà, sachez que c'est plus ou moins possible. C'est vrai que sur le long terme, penser à migrer, c'est bien, parce que toutes les nouveautés qu'on va apporter sur .NET Core 3, enfin .NET Core et les futures versions, vous pourrez en bénéficier. Alors que sur .NET Framework, du coup, vu ce passif et la rétrocompatibilité, ben, il y aura peut-être moins de nouveautés alléchantes, on va dire. Et surtout sur les améliorations des performances, qui est quand même assez sympa. Je vous ai mis un slide où il y a toutes les versions communes entre Entity Framework 6.3 et Entity Framework Core. Vous aurez les slides, donc vous pourrez regarder, mais il y a quand même pas mal de choses en commun.
Bien. Et ASP.NET Core, qui fait de l'ASP.NET Core? Ah, beaucoup moins, hein. D'accord. Donc ASP.NET Core, je vais vous faire encore des démos. Sur le 2.1, eh bien, maintenant, on n'autorise plus à faire du développement local en HTTP tout court. C'est HTTPS par défaut. De toute façon, quand on développe, il faut développer sur HTTPS. Et le meilleur moyen de tester que votre site fonctionne, c'est déjà en local d'être en HTTPS. Donc aujourd'hui, c'est HTTPS by default. Je vous ferai une démo pour voir comment est-ce qu'on fait pour gérer les certificats. C'est la galère quand ça marche pas. Quand ça marche bien, c'est comme free. Quand ça marche bien, on touche pas. Et quand ça marche plus, c'est le bordel. ASP.NET Core 3 ne fonctionnera plus que sur .NET Core 3. On arrête d'avoir la compatibilité entre ASP.NET Core et le framework 4.6 ou 4.7. Déjà parce que personne ne le faisait. Aujourd'hui, je ne connais pas de clients, à part ceux qui font du Hello World, je ne connais pas de clients qui en prod en application ASP.NET Core qui fonctionne sur le framework .NET classique. Donc du coup, c'est lourd à supporter, donc on arrête. À partir de .NET Core 3, ASP.NET Core ne sera pas disponible sur .NET Framework. C'est bon, ça suit. Voilà pour ça. Et puis on arrête aussi d'embarquer des packages qui sont par défaut dans ASP.NET Core, notamment JSON.NET qui fait partie pratiquement de toutes les librairies qu'on sort. On l'a sorti de ASP.NET pour pouvoir vous le fournir en tant que librairie à rajouter si vous voulez. Ce qui vous permet d'utiliser une autre librairie si vous ne voulez pas utiliser JSON.NET. Pareil pour Entity Framework. Si vous ne voulez pas utiliser Entity Framework et faire du Hibernate, par exemple, eh bien vous pouvez parce que par défaut, ça ne sera plus packagé dans ASP.NET Core. Voilà. Démo. Alors, il y a un rapport avec le chat. Je vais vous montrer. Okay, alors, c'est là que ça va se compliquer un peu pour moi, puisqu'il va falloir que je défasse des démos avec le micro. Mais bon, on va voir. Alors, donc j'ai bien parlé. Maintenant, je vais faire quelques démos. Alors, sachez que y arriver. Hein. Sachez que tout ce que je fais, en général, quand je fais des confs, je scripte tout. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Peut-être pas. Je scripte tout. Donc ça, c'est un fichier Markdown. Et tout ce que je vais faire en démo, c'est disponible sur mon GitHub. Je vous donne les slides et je vous donne tout le script, tout ce qu'il faut faire. Même la préparation, ce que j'ai fait tout à l'heure pendant 1 heure, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut rajouter. J'ai des fichiers de départ et de solution. Tout ce que je fais là, vous l'avez sur mon repo GitHub, quelle que soit la conférence sur laquelle vous m'avez vu, sur ces 2 dernières années. Si vous voulez refaire ce que je fais maintenant, vous l'avez sur mon GitHub. D'accord? Sauf peut-être la dernière démo, mais voilà. Tout le reste, vous prenez, vous l'apprenez, vous répétez un peu quand même un peu avant, hein, et vous pourrez le faire chez vous, dans vos meet-up, dans vos entreprises, et voilà. Et à la fin, vous dites que le speaker est cool et ça m'ira très bien comme rétribution. Alors, c'est parti. Donc, première chose, je vous ai dit qu'il y a plusieurs versions du .NET Framework, hein, du .NET Core, pardon. Donc, comment est-ce que ça marche? Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Alors, je vais faire une commande. Donc, comment est-ce que ça marche? Si on veut savoir ce que vous avez sur votre machine, vous faites un .NET version. Donc, par défaut, je suis sur la version 2.2. Hop là. D'accord? Mais par contre, j'ai plein de SDK sur ma machine. C'est super dur. Hein. Voilà, ça ce sont tous les SDK que j'ai sur ma machine. Donc j'ai le 2.1, 2.5 preview, j'ai la 3.1 alpha, 3.1 preview. Ça, ce sont toutes les versions de ce que je peux faire sur ma machine. Par défaut, j'utilise la version 2.2. Mais comment est-ce que je veux faire pour utiliser une version annexe? Supposons, je fais un répertoire avec un super nom. Voilà. Eh bien, il va falloir que je fasse un fichier de configuration. Tout ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire par défaut. Vous faites .NET New. Alors, .NET New, vous avez par défaut plein de choses que vous pouvez faire dans .NET. Voilà, notamment, ici, quelque chose qu'on appelle le Global JSON File. C'est juste un fichier JSON. Mais en fait, on vous a juste un peu mâché le travail. Donc, vous faites .NET New Global JSON. Voilà. OK, je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous utilisez l'éditeur que vous voulez. Hein. Donc là, je suis sur la version 2.2. Juste ce fichier JSON permet de dire à partir de ce répertoire-là, et sur toute la hiérarchie de l'arborescence, ça sera du 2.2. Si vous voulez changer,
Eh bien, vous prenez juste la bonne version. Donc, on va la refaire. Supposons que je veux la version... Donc, on prend toujours le SDK. Hein. Supposons que je veux la version, celle-là. Oh, putain. Donc, je mets ça ici. Et automatiquement, regardez, ce qui est génial, c'est que du coup, je n'ai pas besoin de redémarrer la machine. Version. Hop, je suis passé sur la version 3 de .NET Core. Juste, vous sauvegardez les fichiers, c'est réparti automatiquement. Et du coup, vous pourrez utiliser après tout ce que vous voulez avec. Voilà, donc ça, c'est une première chose. N'oubliez pas. Alors après, du coup, de quoi je voulais vous parler? Donc ça, je vous ai dit. Ça, c'est bon. Ah oui, alors, il y a quelque chose d'assez sympa dans .NET maintenant, c'est que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une CLI. Donc, vous avez tous fait ça déjà avec d'autres outils, NPM, Node, etc. Aujourd'hui, on a .NET CLI et vous pouvez appeler des tools globaux. Donc, vous appelez ça .NET Tool Global. Je crois que je fais une bêtise là, mais dash... Ah non, c'est pas ça, .NET Tool List. Dash G pour Global. Et ici, ce sont des tools que j'ai installés qui vont me permettre de rajouter de la fonctionnalité. Vous pouvez en installer bien, vous faites .NET Tool install. Alors, je vais en installer un qui est assez marrant. Dash G pour Global, Nyancat. Donc là, ça va juste me rajouter un package. Donc ça télécharge, ça me l'installe et c'est disponible. Donc si j'ai une connexion, ça devrait pas prendre trop de temps. Voilà. Et après, vous faites juste un Nyancat. Voilà, d'où le chat, hein, c'est bon, ça a raccroché les wagons. Donc voilà, donc bon. Plus sérieusement, j'en ai d'autres qui sont sympas. Par exemple, .NET Outdated, je vais juste vous le montrer. Alors par exemple, vous faites ici, supposons que je fasse un .NET New Web. Donc là, c'est juste je vais juste créer une application web de base. Donc vous avez tous des applications qui fonctionnent avec dans .NET Framework. Alors là, ça sera sur Core évidemment, avec des librairies, une UI, des tests. Bon, peut-être pas ça, mais enfin bon, bref, plein de choses. Et vous savez jamais si vos références elles sont à jour. Et bien là, du coup, vous allez pouvoir utiliser .NET Outdated que j'ai installé, qui va prendre l'ensemble de tous vos packages et ça met juste une plombe. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Et vous allez pouvoir vérifier si vos packages sont à jour ou non. Et automatiquement, vous pouvez aussi lui demander de les mettre à jour pour vous. Voilà. Donc bon, ça prend un peu de temps, donc si jamais ça arrive à un moment donné à télécharger, je peux vous le montrer, sinon je vais passer à la suite. Alors du coup, ouais, ça y est. Donc je fais .NET Outdated, voilà, paf. Et donc là, il va analyser tout mon projet, donc encore une fois, ça prend un petit peu de temps, et à la fin, il va me faire juste une liste de tous mes packages qui ne sont pas à jour. Après, il faut faire un /U pour update. Et du coup, ben voilà. Ah ben non, du coup, là, tout est à jour. Bon, ok. Sur ce coup-là, c'est pour ça qu'il m'a téléchargé le dernier package. Donc là, toutes mes packages sont à jour. Si jamais j'avais un package qui n'était pas à jour, il y aurait marqué une ligne en rouge en disant celui-là est pas à jour. Est-ce que vous voulez le mettre à jour? Et voilà. Et ça fait ça sur toute l'arborescence de vos projets, ce qui est plutôt cool, plutôt sympa. Donc voilà. Donc ça, je vous l'ai fait, c'est bon. Allez, on va passer sur Entity Framework. Donc je vais aller assez vite là-dessus. Entity Framework, j'ai plein de démos à vous faire. Donc on va faire celle-là, par exemple. Hop. Donc Entity Framework, donc ici j'ai déjà un contexte Entity Framework. Bon, pour ceux qui connaissent, donc c'est un ORM assez intéressant. Donc ici j'ai des customers, ici j'ai des employés, rien d'extraordinaire. Et ici j'ai un programme qui va récupérer l'ensemble des employés dans ma table AdventureWorks. J'ai ici une base de données où j'ai rien du tout. Donc là, j'ai AdventureWorks, mais celle-ci, elle marche pas. Oh, je sais pas ce que j'ai fait là. Celle-ci, elle marche pas. Enfin, c'est pas celle qui m'intéresse. Du coup, la base de données, je vais la créer. Elle va s'appeler Demo01, peu importe, qui va me permettre de travailler. Donc, l'idée ici, c'est de dire, souvent, dans vos bases de données, vous avez des données par défaut. Parce que des fois, vous avez des outils, sans la base de données employé type ou client type, l'application ne marche pas. Parce qu'on part du principe que ces données sont remplies.
Donc vous avez besoin de seeder votre base de données. Donc aujourd'hui, ça existe. Vous pouvez directement ici dire dans Entity Framework, j'ai des données par défaut. Et automatiquement, lorsqu'il va créer la base de données, il va remplir avec ces données-là. Alors si j'exécute, ça va créer la base de données et remplir ça va remplir ma table. Mais moi, ce que je veux faire, c'est générer des migrations qui vont me permettre de faire, suivant les versions de déploiement de mon application, remplir ces données et surtout me faire le delta entre la version 1 et la version 2 qui va rajouter une table avec des données dedans. Donc pour faire ça, vous avez ce qu'on appelle .NET Migration. Alors, c'est ici. Non, c'est pas ici. Alors, je vais mettre ici. Ah, putain, alors, je suis désolé, j'y arrive pas avec ça. Attends, comme ça, hop, allez voir, là. C'est bon, là? Je suis pas sûr, hein. Alors, donc là, ce que je fais, on appelle ça des speakers tout-terrain. .NET, Entity Framework, migration, add, et on va parler data seed. Hop là. Ok, donc c'est pas bon. Donc là, je vais créer une migration, ça va me générer du code et ça va tout récupérer pour pouvoir faire la mise en place de ma base de données. Donc après, ce que je fais, donc là, je demande à mettre à jour ma base de données, donc il va créer la base, il va créer les tables, et en plus, il va me remplir mes tables avec mes données. Ok ? Donc là, normalement, si je fais F5, hop, j'ai ma table ici. Vous la voyez, elle est là, hop là. Et si je vais dedans, j'ai mes données. Par exemple, employé, paf. Voilà. Et si je fais un .NET Run, j'ai l'air con, je sais, je suis désolé. Hein. Voilà, ça marche. Et si je vous montre le code, regardez ici, j'ai un nouveau qui est arrivé, qui s'appelle migration, dans lequel j'ai tout, donc la création des tables et surtout le remplissage de ces tables-là. Ça, c'est généré par Entity Framework. Bien. Supposons que sur la prochaine version de la base de données que vous voulez livrer en prod, il y a des données qui changent. Soit vous rajoutez une table, soit vous changez des données carrément. Supposons que ici, là, on dit que lui, c'est plus Orlando, mais c'est John. Ok, donc là, il faut refaire une migration pour dire ça, il faut changer John parce que c'est pas la valeur par défaut de la version 2. Donc ce que je vais faire, je refais une migration. Alors, je vais fermer un petit peu tout ce qu'il y a un peu besoin là. Oui. Ok, CTRL-C, tac, 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 tac. Voilà, migration, donc on va l'appeler John, hein, juste comme ça. Donc ça, c'est juste pour la convention de nommage pour mes fichiers. Donc là, il réapplique la migration. Donc il va tout comparer ce que j'avais dans la version 1 par rapport à la version 2. Du coup, regardez. Donc, .NET EF database update. Donc là, il va mettre à jour ma base de données. Ça, c'est ce qu'on lui demande. Donc il génère le script et il l'applique. Et après, quand je fais un .NET run, normalement, je devrais avoir mon John. Oui. Et du coup, regardez ce qu'il m'a généré. Ici, j'ai un John ici, dans lequel j'ai deux méthodes qui me permettent d'upgrader ma version de la 1 à la 2, sur lequel il va appliquer l'update sur John. Et si jamais je veux downgrader pour revenir à la version 1 parce qu'il y a un problème sur la version 2 qui a été livrée, je peux appeler un down pour revenir à la précédente version. Pareil sur la création des tables, sur la création des contraintes et nouveauté sur la mise à jour des données par défaut. C'est cool. Voilà. Deuxième démo, intéressante, c'est encore une nouveauté qui est arrivée à Entity Framework, c'est ce qu'on appelle le Value Converter. Ça, c'est sympa. Alors, pour aller plus vite, je vais vous la montrer direct. Tech. Hop là, Open with Code. Donc ici, souvent dans vos modèles, vous n'avez pas que des strings et des entiers. Vous avez aussi ce genre de choses-là. Vous avez par exemple des types qui sont soit des énumérations, soit des objets complexes. Et ça, pour le sérialiser en base de données, c'est plus compliqué. Du coup, maintenant, avec Entity Framework, on est capable de dire... Alors, vous inquiétez pas s'il y a des squeezes partout, c'est juste qu'il faut que je rafraîchisse ma page, mais peu importe. Vous pouvez lui dire ici,
employé. Vous pouvez lui dire ici que tu peux utiliser ce qu'on appelle une conversion. Donc je vais vous la mettre, bon, là vous l'avez en commentaire, où je lui passe juste deux fonctions en lui disant quand tu vas sérialiser mon entity type, mon employé type en base de données, tu vas prendre la version string de mon énumération. Donc ça va sérialiser CEO en CEO. Et après, quand tu vas la récupérer de la base de données, ce string-là que tu récupères de la base de données, tu me le parses pour en récupérer une véritable énumération. Du coup, Entity Framework, il sait comment faire pour enregistrer mon type en base de données. Et une fois qu'il récupère cette chaîne de caractères de la base de données, il sait comment faire pour la reconvertir dans mon type. Si vous avez des objets complexes, vous faites la même chose. Par défaut, on vous en fournit quelques-uns. Donc, celui que j'ai fait ici, là, pour la démo, en fait, par défaut, on le fournit, on appelle ça le enum to string converter. C'est exactement ça qu'il fait. C'est juste qu'on vous l'a fourni pour aller plus vite. Il y a le boolean to visibility, enfin ce genre de trucs-là qui sont par défaut des converteurs. Mais si vous avez des objets un petit peu plus complexes, vous pouvez l'utiliser directement comme ça. OK ? Voilà, donc ça c'est aussi une nouveauté d'Entity Framework. Et je vais vous en montrer une dernière. Les analyseurs, ça c'est pas mal. Je vais vous la montrer dans Visual Studio cette fois-ci. Un analyseur, ça permet d'analyser votre code. On utilise Roslyn, notre compilateur derrière. Ici, alors attendez, ne bougez pas. Alors, on a une méthode qui s'appelle FromSQL en Entity Framework qui permet d'exécuter directement du code SQL pour récupérer vos entités, sans passer par les objets ORM. Ça marche. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez le petit dollar là qu'on a sur la chaîne de caractères, ça permet de faire non pas une string classique, mais c'est ce qu'on appelle une formatable string, c'est une composite format string. Les composite format string, c'est un type en .NET qui permet de dire la chaîne de caractères qui est avec un dollar, tu vas la décomposer en plusieurs éléments et tu vas en faire un objet complexe dans lequel je vais avoir la chaîne de caractères et les arguments. Entity Framework, il va récupérer ça et il va dire chacun des arguments de ma formatable string, je le remplace par un paramètre. Ce qui va éviter quoi comme problématique? L'injection SQL. Okay, on remplace une concaténation de chaînes par des paramètres. Ça, c'est cool, ça marche. Le problème, c'est que souvent, votre code SQL, il n'est pas directement dans l'appel. Il est en début de méthode ou dans une autre méthode. Alors du coup, ce que fait le développeur, il dit bon, ben, c'est nickel, ça, comme ça marche, hein, et qu'un Entity Framework le fait pour moi, je prends ça et je le fous ailleurs. Démo, faites pas ça chez vous, nous sommes des professionnels. Donc je prends ça et je le mets ici. Merde. Mince. Et après, je fais ça. Donc ça, c'est normal, hein, ça me paraît à peu près évident que ça doit continuer à fonctionner. Mais le problème, c'est que ici, là, on est dans une formatable string. Mais une fois qu'on est ici, je ne suis plus qu'une string classique. Je suis sorti du scope de la formatable string puisque j'ai appliqué la transformation. Du coup, quand j'arrive ici dans mon from SQL, là, j'ai un souci parce que je suis soumis à des problématiques d'injection SQL. Juste parce que j'ai déplacé une chaîne de caractères qui me semblait basique, mais ce qu'on n'a pas anticipé, c'est que ce n'était pas une chaîne de caractères classique. Entre le moment A et le moment B, elle le devient, mais pas au début. Donc nous, ce qu'on a fait des analyseurs qui vont permettre d'analyser votre code grâce à Roslyn en temps réel pour dire attention, là, tu es en train de faire une bêtise. Ok ? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les analyseurs. Et ils sont ici, dans vos dépendances, vous avez un analyseur qui s'appelle Microsoft Entity Framework Analyzer. Là. Ok, ça marche pas sur Visual Studio Code, ça, pour l'instant. C'est pour ça que je vous ai fait la démo ici. Bien. Alors, combien de temps il me reste? 10 minutes. Alors, je continue. On va aller un petit peu plus vite. Je vais vous montrer Razor. Est-ce qu'il y en a qui font du Razor? Non, c'est la nouvelle version d'MVC. Waouh, ah bien. Ok. Alors, petite démo. Donc, je vais faire... Je ne vais pas y arriver avec ça. Hein. Je vais faire un nouveau projet, File, New Project. Donc, Web. Ici, je vais me placer dans le... ici, et je l'appelle Razor Web Site. Démo 1.
Et je suis en train de faire une bêtise. C'est du core. Alors, première chose, regardez. Pour l'instant, ASP.NET Core 3 n'est pas encore supporté par Visual Studio. Donc, si vous voulez faire de la ASP.NET Core 3, il faut forcément le faire par la ligne de commande. .NET New, Web, et là, ça marchera. Par contre, ce n'est pas encore supporté dans Visual Studio. Dans Visual Studio Code, si. Alors, je fais donc une web application. Par défaut, je peux, si je veux, rajouter de l'authentification. Je vais le faire pour le fun. Et je peux mettre ça sur Docker. Et par défaut, j'ai HTTPS, comme je vous l'ai dit. Bien. On va donc scaffolder tout ça. Ici, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vais juste la run pour vous montrer. Alors, il restaure les packages. F5. Donc là, il doit downloader. Donc là, il me dit que j'utilise une preview de .NET Core. Oui, parce que je suis à 2.2. Ça me va. Et ça fonctionne. Première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a enlevé le template par défaut de ASP.NET Core 2, où il y avait le ruban, enfin, il y avait plein de choses. Du coup, on a dit, bon, maintenant, on va rester plus simple, parce que je comprends que, en général, vous enlevez tout, puis après, vous recommencez d'un truc un peu plus propre. Par contre, on a laissé les librairies, donc il y a toujours jQuery, il y a toujours tout ce qui est CSS, etc. Ça fait toujours partie du building par défaut. Une nouveauté qui est arrivée, c'est ce qu'on appelle les Razor Comp, les Razor Lib. Ça, je trouve ça super sympa. Vous allez juste rajouter ici, alors, il faut que tu t'arrêtes d'abord. Vous allez juste rajouter ici un nouveau projet, New Project, qui s'appelle .NET Core, donc on va appeler ça Razor Lib. Razor Lib. Ah oui, je suis pas au bon endroit. Hop là. Donc là ici, Razor Class Library, donc RCL. Voilà. Donc c'est vraiment une librairie qui va générer une assembly, mais que vous allez pouvoir référencer dans votre site et dans lequel elle va contenir des pages ASP.NET, du code, et qui va partager tout le contexte de l'appelant de votre site web de base. Donc là ici j'ai une page, je vais juste rajouter ici un petit body. Donc je vais faire div, hop, hello, codeur en scène. Voilà, ça c'est pour les notes à la fin. Alors, on rajoute ici une référence, je rajoute ma Razor Lib. Donc cette Razor Lib, elle a juste une page, vous la voyez, elle est ici, j'ai une page 1. Voilà, ok, donc là je fais F5. Je fais F5 et vous allez voir que automatiquement, donc là je suis sur ma page, donc je vais aller sur mon /myFeature. J'aurais évidemment pu le renommer pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, mais vous voyez le truc. Page 1. Non. / Oh putain. Pardon, excusez-moi, c'est du toulousain, si vous inquiétez pas. C'est... Page 1. Et voilà, donc là je suis bien sur ma page, donc elle est vide, il n'y a pas encore le template par défaut, mais je partage tout, le contexte, la session, les cookies, le cache, tout. Sauf que j'ai développé une librairie. Cette librairie, vous allez pouvoir développer vos propres librairies et les fournir en tant que package à référencer. Mais comment est-ce que je fais pour pouvoir utiliser le template de mon appelant? C'est ce qu'on veut finalement. Vous allez fournir le métier, une page, 3 trucs, mais ce que vous avez, c'est vous adapter finalement au templating, à la CSS de l'appelant. Alors je vous montre directement le code. Donc ici, démo 2. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est comme si vous recopiez votre librairie dans l'appelant et vous héritez de tout. Et donc ici, quand on est dans l'appelant ici, pour pouvoir hériter de la feuille de départ qui est View Start, eh bien vous avez juste qu'à la recopier ici. Et je lui dis juste prends le layout comme si tu étais dans le site web par défaut. Ça veut dire que je suis à la bourre, c'est ça, hein. Comme si vous étiez dans le site web par défaut, et en fait, tu vas l'appliquer. Ce qui fait que du coup, juste en ayant rajouté un petit fichier, un petit pauvre fichier pourri, mais comme si j'étais finalement dans l'appelant, dans mon site web par défaut, eh bien, je vais pouvoir récupérer tout et en hériter. Ce qui fait que du coup, ici, j'ai ma page. Alors, j'ai rajouté un petit lien aussi. Et quand je clique dessus, eh bien, j'ai bien mon Razor Class Library ici, sauf que j'ai hérité de tout l'appelant. Et la fin de la démo, que vous verrez dans mon fichier de script, c'est que l'appelant, lui, la librairie a hérité de tout le site web en termes de CSS, etc. Mais le site web, lui, il peut surcharger
les informations de votre DLL. Dans l'exemple ici, je change la description par quelque chose qui serait propre à mon site web. Okay, encore une fois, si vous l'exposez, etc., etc. Mais ce qui fait que du coup, votre librairie, elle est capable d'hériter et votre site web, il est capable de surcharger. Ce qui fait que du coup, dans les deux sens, vous êtes plutôt faire. Ok. Voilà pour ça. Bien. Allez, je m'arrête là pour tout ce qui est Razor Class. Ce qui est plutôt... Alors, essayez parce que c'est quand même super sympa. Et je vais enfin... Ah oui, alors je vais vous montrer un truc qui est super sympa maintenant. On va passer à .NET Core 3. Dans .NET Core 3, je vous l'ai dit. Donc ici, j'ai un fichier global JSON qui va me permettre de passer en .NET Core 3 sur ce répertoire-là. Je me mets ici, je fais un CMD et regardez. .NET New. Et ici, vous avez tous les nouveaux templates pour .NET Core 3. Et notamment, vous avez ça. C'est beau. Donc, je vais faire un .NET New WinForm qui va donc me générer une application WinForm avec toutes les DL de WinForm embarquées dedans qui va tourner sur le runtime .NET Core 3. Et quand je fais un .NET Run, je vais donc exécuter une application qui ne marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, vain Dieu, j'ai beaucoup d'erreurs. Alors, je dois pas être... Ah oui, alors j'aurais dû... Ah oui, alors évidemment, je suis débile. J'aurais dû faire évidemment un répertoire. Donc, j'ai bien pourri tout mon répertoire par défaut. D, CDD, .NET New WinForms. On l'a refait. Voilà, .NET Run. Voilà. Donc là, j'ai l'application WinForm qui tourne sur .NET Core. D'accord? Bien. Maintenant, pour aller encore plus vite, je vais vous montrer un projet terminé qui est donc ici. Donc là, j'ai fait un projet du vrai WinForm. C'est dingue de faire des démos WinForm en 2018. Dans lequel j'ai un projet classique et un projet que j'ai fait avec .NET Core 3. Première chose, Visual Studio ne comprend pas encore WinForm et ne vous donne pas le designer. D'accord? Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai créé ici une application .NET Framework classique, ici. Et après, j'ai tout référencé en tant que fichier lié dans la version .NET Core 3. Ok, cette application, je vous la montre, je vais l'exécuter. Donc je vais mettre sur .NET Framework 4. J'utilise des composants telluriques. Vous connaissez les composants telluriques? C'est les composants WinForm, dont j'ai la licence. Voilà, je précise. Donc j'exécute la première et je vais exécuter la deuxième. Qu'est-ce que fait cette application? Elle utilise une API par défaut qui fait juste que récupérer les fichiers d'un répertoire. Il y a zéro algorithmie de ma part. J'appelle juste directory.getFile. OK? Donc sur la version de gauche .NET Framework, il met... Donc il y a 43 000 fichiers en 1 seconde 138. Je la refais une deuxième fois pour révéler le... Voilà, 1 seconde. Je prends le même code, je le recompile sur .NET Core et je fais en combien d'après vous? Et je le fais en 417 millisecondes. J'ai juste recompilé, alors je la fais une deuxième fois, on va peut-être même améliorer, 385. Bim. C'est pour moi, ça me fait cadeau. Donc j'ai juste pris mon application, je l'ai recompilé sur .NET Core. Alors évidemment, je sais qu'avec vos historiques, il y a des applications qui sont longues comme le bras, ça sera peut-être pas si facile. Mais par défaut, juste, mais c'est même pas mon algorithme, c'est la BCL, la Business Class Library, qui fait un directory.getFiles en récursif. Par défaut, j'ai gagné 60% de perf. Voilà. Dernière démo. Alors celle-là, si elle marche, je suis content. Alors celle-là, je ne l'ai même pas fait avec expérience parce qu'elle ne marchait pas. Donc vous êtes peut-être les premiers à la voir. Donc je suis ici. Donc on a sorti ce qu'on appelle un linker. Je la fais très vite. Ça permet de faire du tree checking sur vos assemblées. Et en plus, on a sorti une nouvelle version qui s'appelle CoreRT qui va remplacer CoreCLR, qui est donc notre runtime, qui va permettre de packager votre application pour avoir un seul binaire. Vous savez la galère que c'est que déployer des applications aujourd'hui, surtout chez nous. Eh bien, imaginez que vous ayez qu'un exécutable qui contienne tout. La BCL, le framework, .NET Core et votre application. Et les composants telluriques. Demain, vous l'aurez. Alors pour l'instant, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Tout ça, ça disparaîtra évidemment à la release. Vous faites un publish. Ici, vous aurez une nouvelle option que j'ai moi pour l'instant. Vous faites publish, ça va compiler en code natif, ça va faire du tree checking et ça va me générer un bundle d'une application.
un exe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une machine Windows 10 dans la salle? Peut-être pas le cas. Qui a une dernière version qui fonctionne et qui n'a pas de .NET Core. Et qui est prêt à venir à côté de moi là. Oh putain, ça marche pas. Attendez, je sais pourquoi. Personne? Il n'y a personne qui est capable de venir me voir? Alors, je vais la refaire. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Alors, publish. J'y suis. Je retente. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça a l'air de vouloir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une machine qui est prêt à venir, déjà allumée? Non, personne? Personne? Non, bon, tant pis. En même temps, ça marche pas, donc c'est réglé l'histoire. Alors, je vais essayer une dernière fois. Alors, c'est quand je l'ai testé tout à l'heure, ça marchait. C'est... Cette merde là. Hop là. Putain, vous n'êtes pas joueur. Ok. Alors. Bon, je retente, sinon tant pis, c'est pas grave. Donc on est sur des early builds, donc c'est peut-être un petit peu pour ça aussi. Hein. Je vous avoue que mettre en place la démo a été déjà compliqué, mais alors en plus la faire run, c'est encore pire. Allez. Pas trop ce qu'il fait là. Ah ça y est. Alors, allez, on retente une dernière fois, et puis si ça marche pas, tant pis. Voilà. Alors, est-ce que là tu veux? Et donc, ça m'a l'air pas mal. Là, je le sens bien là. Non. Bon, voilà. Bon, tant pis. Donc l'idée après, c'est d'avoir juste un exécutable qui est donc ici. Donc évidemment, il ne va pas marcher. Et dans cet exécutable là, qui fait à peu près 55 mégas, j'ai tout. J'ai WinForms, j'ai votre application, j'ai les composants Telerik, j'ai tout dans un package. Et l'idée, quand ça marche, c'est vous prenez cette application-là, vous la mettez sur n'importe quel PC Windows 10, même s'il n'a pas de .NET Core installé, ça marche. Parce que j'embarque tout dans l'assembly. Ça vous fait rappeler un peu les vieilles époques C++, hein, pour ceux qui connaissent. Bref, on appelle ça un linker, hein, voilà, pour ceux qui veulent. Voilà, et je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir participé à cette session.